me suis mis comme une petite majordome pour vous accueillir aujourd'hui au sein de ce petit live qui va être un bon live parce que je vous ai concocté, enfin plutôt mes abonnés, mes proches vous ont concocté des petites histoires assez alléchantes d'horreur. Bien sûr, il n'y aura rien de très trash. J'ai plusieurs anecdotes, moi je les ai mis un peu dans un sens qui serait selon moi cool. Et on va commencer pour mettre du croquant pour que voilà, tout de suite il y ait quelque chose. Bon, on va commencer par Catacombes. Connaissez-vous la médisance? Ce fardeau... Ça commence déjà. Alors, connaissez-vous la médisance, ce fardeau qui touche l'homme depuis sa création? N'est-ce pas une simple forme de crise? Une crise de confiance, peut-être, où l'insécurité et la jalousie prennent le dessus, alimentant les paroles venimeuses et les rumeurs malveillantes. La médisance, comme un feu dévorant, se propage rapidement, détruisant des réputations et semant la discorde. Pourtant, à travers les âges, elle a également servi de miroir, reflétant les peurs et les faiblesses de ceux qui en sont l'auteur. Peut-être est-ce là l'invitation à la compassion, à comprendre que derrière chaque médisance se cache une âme en souffrance, cherchant désespérément à se sentir supérieure ou simplement à exister aux yeux des autres. Ok, donc là on a un petit contexte. Dans cette histoire, il en sera question, autant que la trahison et de la souffrance de l'intéressé. Bon, petit contexte, voilà, la médisance, qu'est-ce que c'est? On parle de trahison et de souffrance, mais on a aussi les catacombes. On sait que ça va arriver, les catacombes. Aujourd'hui est le jour où je devais commencer ce fameux travail. Cet emploi était supposé subvenir aux besoins de toute ma famille. Dès le premier jour, j'ai senti que cet emploi n'avait rien à voir avec ce qui était prévu à la base. L'offre était pourtant des plus simples, recherche agent homme-femme pour longue mission gardien de la paix. Gardien de la paix, c'est le premier stade pour être agent de police. Je m'étais dit que pour une fois, j'allais essayer, je n'avais pas du tout réfléchi et j'ai sauté sur cette occasion. Ayant alors comme vocation de faire de nombreuses vacations en tant que policier. Tu connais le milieu, t'arrives pas à gardien de la paix comme ça quoi. Ce premier jour n'était pas supposé devenir le jour le plus horrible de ma vie. Ok. Comme première mission, l'officier de police qui m'était supérieur m'a ordonné de patrouiller dans les catacombes de Paris. Au cas où s'il y a des gens qui ne connaissent pas les catacombes, c'est tout un réseau souterrain qui est sous Paris, que c'est beaucoup utilisé aujourd'hui pour l'urbex, pour des visites guidées, etc. Et il y a différents spots. En gros, c'est une fosse commune, c'est-à-dire que il y a très longtemps, on n'avait pas le temps, ni la place, ni peut-être les moyens aussi, de faire des cimetières pour mettre une tombe par personne, ou des tombeaux pour une famille. Du coup, on balançait tout le monde dans des caniveaux, en fait, comme pendant la guerre ou quoi. Du coup, en fait, il y a des restes d'os et d'humains. Voilà, il y a des trucs aussi un peu bizarres. Pour vous remettre le contexte, pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas de quoi et les catacombes, je vous laisse vous renseigner. Il y a beaucoup de gens, de youtubeurs ou quoi, qui ont fait des vidéos dedans pour voir tout ce qu'il y avait. On peut y accéder illégalement, chose que je ne vous conseille pas parce que c'est un réseau labyrinthesque, c'est-à-dire que vous pouvez vous y perdre facilement. C'est dans le noir, il y a même des moments où vous devez ramper pour pouvoir accéder. Donc là on a compris, le mec il arrive, il veut être gardien de la paix, c'est une mission vite fait, etc. Et le premier truc qu'on va lui demander, c'est d'aller dans le catacombe de Paris. Donc c'est un truc, déjà tu te dis, c'est chaud. Alors cet ordre me paraissait bizarre, mais je n'ai pas posé de questions et j'ai directement accepté de m'y rendre sans même prendre la moindre garantie, ni arme. Ah, si tu veux aller dans les catacombes, c'est bizarre, frère. Ah, j'ai froid. L'officier de police m'a demandé de m'y rendre sans arme à feu pour mon premier jour. Donc, le mec, là, des fois, il y a peut-être des gens qui se droguent ou quoi. C'est quelqu'un qui est pas bien. Il a rien pour se protéger. Il était 18h ce jour-là. Je n'avais pas le droit d'un équipier. Même pas un équipier. Ça devenait de plus en plus bizarre. Je commençais la route vers les catacombes en passant par les voies ferrées des trains et métros. Ok, parce que ouais, il y a des accès classique, et des accès par les bouches d'aération, enfin des bouches d'égout, vous descendez, hop, vous y êtes. Je pensais que cette mission n'avait comme but de seulement réprimer les personnes susceptibles de visiter des endroits interdits au public. Donc en gros, c'est dire non, vous n'avez pas le droit d'y aller parce qu'il y a des horaires, et comme je viens de vous le dire, il y en a qui y vont illégalement. Dès l'arrivée dans ces fameuses catacombes, l'atmosphère est de plus en plus sombre. Un parfum des plus morbides, des crânes et des ossements étaient partout, dans chaque recoin de ces différents chemins et passages. En m'y aventurant, à la recherche de potentiels délinquants, j'ai fini par tomber sur cette fameuse pièce. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous avez des longs couloirs, comme des tunnels, et vous avez des petites pièces, en fait, de gauche à droite, c'est vraiment n'importe comment, enfin c'est fait n'importe comment. Donc c'est vraiment labyrinthesque, je vais vous le dire. Une chambre très grande, cubique, remplie de crânes, ossements et dont les positions formaient comme un tapis de crâne et un mur de crâne blanc. Ce qui m'a le plus retenu mon attention, c'était cette sorte de stèle, une sorte de croix géante où 2 bougies étaient posées de chaque côté de la grande croix. Ce parfum ne
ne voulait plus quitter la pièce. L'odeur du sang, de la mort. Ce qui avait été écrit sur cette croix et cette stèle, c'était mon nom. Quoi? Le mec, il arrive, gardien de la paix, il a fait quelques missions en policier, il a pas le droit au gun, il a pas le droit à un équipier, il arrive dans le fin fond des catacombes de Paris. Il arrive, il y a une sorte de truc de secte dans une petite pièce avec des crânes, des ossements, et il y a une stèle, donc c'est ce qu'il y a au-dessus des tombes, voilà, où il a écrit son nom. J'ai froid! Est-ce que j'ai froid normal ou est-ce qu'on voit des choses? Tout devenait de plus en plus clair. Aller dans les catacombes sans armes, sans coéquipier. Cette voix qui n'émettait pas inconnue l'a répété une seconde voix, une troisième. Un groupe de personnes s'est mis à rentrer et m'entourer. Sale arabe, t'as cru pouvoir entrer dans la police? Depuis quand la police recrute par offre d'emploi? Tu n'es qu'un arabe et idiot qui plus est. Nous sommes ni policiers ni agents qui œuvrent pour la paix. Tu ne mérites pas de vivre. Quoi? En gros, de ce que je comprends, l'offre... C'est vrai que c'est bizarre l'offre d'emploi qu'ils cherchent des gardiens de la paix comme ça. Normalement, tu passes par une école, t'es intégré dans une équipe. Je pense pas que tu peux postuler comme si tu postulais pour être jardinier à Jardiland. Non, clippez pas, non. C'est pas moi qui dis ça, attention. C'est là, c'est l'histoire. Je savais que ça allait poser problème, parce que j'ai vu ça. Ce mot-là, je l'ai vu. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des choses, et ça c'est véridique, hein, par contre, je vous le dis tout de suite. Il y a des annonces des fois qui sont fake. Il y a des annonces qui sont faites pour attirer des gens, pour leur faire du mal ou pour leur sous-titrer de l'argent. Que ce soit dans le monde du travail classique ou le monde du cinéma, tout ce qui est comédien, etc. Des fois, ils te demandent des photos, c'est pas normal. Et là, en gros, de ce que je comprends, il est tombé sur une offre d'emploi qui n'était pas à but d'un emploi, mais de péter des gueules. Voilà. Ton espèce n'est pas pure, tu n'es qu'un étranger. Aujourd'hui, tu vas comprendre ta douleur. Après ce qu'on va te faire, tu rentreras chez toi. Tu dégageras de nos terres. Tu n'as aucun droit de rester ici, c'est l'étranger. Je n'aurais jamais cru de ma vie être jugé par mon ADN plutôt que par ma capacité. Ces hommes ne se sont vantés de tout ce qu'ils ont fait dans mon dos. Toute cette médisance, toutes ces rumeurs avant même mon départ vers ces catacombes. Ce qui devait arriver arriva. J'ai été frappée jusqu'au sang. Les rires de ces personnes ont été gravés au sein de mon âme, dans mon être. Tous ces rires, ces commentaires racistes. Je n'ai jamais autant été humiliée, souillée. Cette journée m'a conduit à un état second. En sortant de cet endroit, il peut être toujours autant dans l'humiliation, le summum de ce dernier. Ils m'ont uriné dessus et craché dessus. Ce qui devait représenter un espoir pour ma famille s'est transformé en une mort lente, avec un goût des plus amers, ce sentiment de meurtre psychologique, cette médisance et mauvaise intention des plus certaines. Voilà ce dont est capable l'être humain. Il est plus difficile de se relever de ça que de la mort en elle-même. Donc voilà, au fond du trou, ce sont alors mes derniers mots. Adieu. Elle était bien comme anecdote, mais c'est peut-être pas assez horrifique comme je l'entendais. Mais c'est des horreurs du monde en fait, tout simplement. C'est comme le V, la pédophilie, etc. C'est des horreurs de l'être humain. C'est quand même flippant. Parce que je sais pas si c'est véridique ou pas cette anecdote. Les autres, j'ai plus d'impression que ça va être vrai. Celle-ci, c'était quelqu'un voilà, qui fait des histoires comme ça. Donc je pourrais pas vous dire. Je veux pas chercher à comprendre, mais voilà, en tout cas, le petit truc que je veux vraiment vous dire par rapport à cette histoire, c'est qu'il faut vraiment faire attention quand vous postulez à quelque part, quand vous parlez avec des gens sur les réseaux. Ça peut aller très vite, donc faites toujours attention à vous et renseignez-vous tout le temps. Une société doit avoir un SIRET, quelque chose, doit être référencé. Vous le trouvez sur Google juste en tapant le nom, donc vous regardez là-dessus. Vous appelez les numéros si besoin en faisant « oui, la danse », oh là là. J'espère que c'est pas véridique, bah moi non plus parce que c'était short. Je pense qu'on va lire Message des disparus, si ça vous va. Il y a 2 versions, on peut déjà en lire une. Donc ça, c'est une amie à moi. Il m'a envoyé cette histoire, donc il y en a 2. On va commencer par la première. C'était il y a 7 ans, presque jour pour jour. Elle m'a expliqué ça le 3 octobre. Pour le contexte, ma grand-mère était en surveillance à l'hôpital suite à une opération lourde pour son âge. Ça faisait 1 semaine et elle allait bientôt sortir. Okay. Tout s'était bien passé pour elle, tant mieux pour la mamie. C'était un mercredi et j'étais en cours d'économie. Ah ouais, c'est précis là. Le dernier de la journée de 10h à midi. Le cours se passe, puis je m'endors vers 11h30. Je sais, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien de s'endormir en cours. Je n'ai aucun souvenir de comment je me suis endormie. Puis je rêve. Dans mon rêve, j'étais dans l'ancienne maison de mes parents. Les escaliers descendent sur l'entrée et de ce point de vue, on peut voir la salle à manger,
puis les fenêtres qui donnent sur la terrasse et le jardin. Je me souviens descendre les escaliers et apercevoir ma grand-mère à travers la fenêtre. Elle est dehors, me regarde, sourire aux lèvres, et est entourée d'une grande lumière blanche comme dans les films. Je ne vois même plus le jardin tellement la lumière est puissante. C'est son rêve. Elle est en cours d'économie, elle s'endort, elle rêve de tout ça, alors que sa mamie est à l'hôpital en salle de réveil suite à une opération. Moi, surprise mais trop contente, je la rejoins à l'extérieur. Je lui demande ce qu'elle fait ici, la prend dans mes bras et la regarde. Oh, je le sens. Je sais pas pourquoi je sens la chute. Et la regarde. Elle ne me répond pas, mais garde son sourire aux lèvres. D'un coup, la sonnerie retentit. Je me réveille, je comprends pas trop, c'est le premier rêve de ce genre que je fais. Je sors de la classe et essaie de joindre mes parents. Pas de réponse. Tant pis, je rentre chez moi. Une fois arrivée, je retrouve ma sœur et lui demande où ils sont. Elle me répond qu'ils sont partis voir ma grand-mère avant son retour. Ok, jusque-là, tout va bien. On est d'accord, tout va bien. On mange, et pendant le repas, nos parents rentrent. Ah merde. On comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Leurs yeux sont rouges et fatigués. Mamie est partie. Toutes mes condoléances, même si c'était il y a 7 ans. Dure nouvelle, on pleure, puis on parle, on demande ce qui s'est passé. Mamie n'était pas en forme ce matin. Les médecins nous ont appelés au cas où. Elle ne passerait pas la journée. Elle est partie en fin de matinée vers 11h30 midi. Donc ça veut dire que là, la mamie est partie quand Léa, pour la citer, a rêvé de la voir, elle, dans le jardin chez elle, donc quelque chose qu'elle connaît bien, avec une lumière très, un peu, tu sais, quand il y a Dieu qui arrive, c'est très faisceau lumineux qui t'emmène vers l'au-delà, en fait, vers le paradis. Et elle a vu ça. Donc voilà, message des disparus, c'est qu'en gros, là, de ce que je comprends, c'est que elle a senti le départ de sa mamie, à travers un rêve, et c'est hyper fort, ça. Anecdote personnelle, du coup. Clémence, que vous connaissez très bien, j'ai été la voir récemment, à La Rochelle, etc. Et en fait, il faut savoir qu'elle avait 2 juments. Et une de ces 2 juments était très malade. Vraiment malade, etc. Et ça se voyait dans son comportement. Et en fait, c'est des juments qui sont pas dans une écurie, ils sont dans des prêts qui appartiennent à quelqu'un, où ils payent une pension. Il y a un soir, on l'appelle parce que l'autre jument, qui d'habitude va très bien, n'allait pas bien. Vraiment, elle allait vraiment pas bien, genre, vraiment grosse urgence, tu vois. Alors qu'elle avait jamais eu de soucis, pendant que l'autre, qui habituellement est malade, allait très bien. Et en fait, le lendemain, celle qui avait été bien la veille alors qu'elle était malade depuis quelque temps, est décédée, pendant que l'autre, qui était pas bien la veille, allait très bien, parce qu'en fait, la jument a senti le décès de sa copine. Et ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup, je pense, quand tu es relié à quelque chose ou quelqu'un. C'est même pas du spirituel, c'est même pas quelque chose qui va au-dessus de nous. Je pense que c'est juste des liens, en fait, où ça se trouve, t'as un des 2 corps qui souffre, qui est pas bien, mais qui va tenir parce que l'autre a besoin, tu vois. Et une fois que cette essence s'envole, bah, il a plus de quoi s'accrocher et il part à son tour. Beaucoup de chagrins d'amour font décéder des gens. Parfois, c'est juste des causes de maladie. Comme ça. Il y a des fois aussi, je crois que j'ai vu ça récemment, un couple de personnes âgées où ça faisait plus de 70 ans qu'ils étaient ensemble, ils sont décédés à 15 heures d'intervalle. Ils ne faisaient rien séparés. Toujours, malgré les années qui passent, malgré la maladie, etc., ils ont toujours fait les mêmes choses. Et pour moi, je pense que c'est des âmes qui ont besoin d'être ensemble et qui partent carrément ensemble. C'est arrivé à mes chevaux aussi, malheureusement, c'est super fréquent. Bah, ça m'étonne pas. Comme les animaux qui sentent quand t'es pas bien, quand ça va pas. Enfin, c'est pas forcément du spirituel, pour moi, c'est juste de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie. La possession, ça vous va ? On parle là-dessus ? Alors, la possession, c'est quelqu'un que je connais récemment, qui est la sœur d'une amie. J'ai peut-être deux, trois choses à rajouter sur son histoire. Il faut sachez déjà pour le contexte que cette personne fait du Reiki. Le Reiki, c'est... Comment on peut expliquer ça ? En gros, vous savez, peut-être que vous connaissez plus le magnétisme. Le magnétisme, c'est des gens qui utilisent leur magnétisme. C'est une énergie, en gros, comme des aimants, pour soigner ou appuyer sur des choses sur quelqu'un. Le Reiki, c'est en fait, tu t'ouvres tel un portail pour que des énergies te traversent pour en donner à quelqu'un d'autre. Si la personne, c'est un échange d'énergie, donc la personne à qui tu donnes de l'énergie, elle peut t'en redonner aussi. Donc si la personne à qui tu donnes de l'énergie est mauvaise, elle peut te renvoyer de mauvaises énergies.
J'en ai moi-même fait plusieurs fois, des soins énergétiques et des Reiki. C'est franchement hallucinant. On lit dans nous comme un livre ouvert. Faut pas être pudique, hein. Faut vraiment pas être pudique. Je pose le contexte. Donc je fais du Reiki, des soins énergétiques depuis 5 ans. Il y a 2 ans, j'ai un peu ralenti parce qu'il s'est passé des événements assez troublants. Ma formatrice en Reiki nous permet de nous réunir pour s'exercer les uns sur les autres. Les personnes qu'elle forme, pas sur n'importe qui. Pour voir si on fait bien les soins, parce qu'il faut faire attention, comme je vous l'ai dit, ça peut être très compliqué. Et si on a des questions. Un homme qu'on va appeler Arnaud, avec qui j'ai passé mes 3 niveaux en Reiki, a voulu toucher à la numérologie. Ah. Et à la magie noire. Numérologie, je suis pas assez calée pour vous dire ce que c'est. Mais c'est une autre forme de croyance. Mais la magie noire, il n'y a pas besoin d'être bac plus 10 pour savoir que c'est pas bon. Donc le mec, il veut faire du Reiki, donc c'est censé être des soins pour aider les gens, en étant un peu curieux et en testant la magie noire. Lord Voldemort, on va l'appeler comme ça dans l'histoire. Du coup, pendant qu'il faisait ses soins sur moi, il s'amusait à inviter des entités humaines ou non. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup de ressentis. J'ai des flashs, voire des visions, ou même parfois il m'arrive d'entendre des paroles ou des voix. Donc en gros, là, il y a une connexion entre les deux passerelles, entre le monde réel et le monde spirituel. Un jour, pendant un soin Reiki, Voldemort arrive sur la fin du soin. Mes jambes se sont mises à trembler sans que je ne puisse les contrôler. J'étais bloquée et je ne sentais plus le bas de mon corps. Ma formatrice sentait que quelque chose n'allait pas. Cette formatrice, en fait, en plus d'être énergéticienne, donc énergéticienne, c'est transmet les énergies, ce que je viens de vous dire, elle est médium, clairvoyante, chamane et j'en passe. Donc la meuf, le flair, elle est 10 km, elle sent tout de suite s'il y a un truc qui va pas, ok? Au début, mes jambes ont commencé à se lever. Oh là. Ah, je me sens pas bien. Comme si je donnais des coups de pied dans les airs et tapais la table. Pour les soins, nous sommes allongés sur une table de massage. Plus ma formatrice mettait l'intention de m'aider, plus je me sentais sortir de mon corps. Je devenais spectatrice de la scène, comme si j'étais derrière moi-même. Je voyais ce qui se passait mais ne sentais plus rien et ne contrôlais plus rien, ni mes paroles, ni mon regard, ni mon corps, et entendais des personnes autour de moi de très loin, comme si j'étais dans une autre pièce. La formatrice est en train, en gros, de l'exorciser. Donc l'exorcisme, en gros, c'est une technique qui passe par l'extraction d'une entité malveillante qui a pu posséder un corps humain. Parce qu'une âme, ça peut se déplacer. C'est pour ça qu'on dit on a plusieurs vies, c'est parce que ça se trouve, Jade, là, le physique que vous voyez ne réexistera plus jamais, mais ce qui est à l'intérieur de moi peut réexister dans une autre personne. Soit on s'en souvient, soit on s'en souvient pas. Donc ça se trouve, je pourrais avoir reconscience plus tard d'être vivante. Puis mon haut du corps était crispé, mes jambes bougeaient dans tous les sens comme si je n'étais plus maître de mon corps. Ça évolue rapidement. Mon corps se tordait, se contorsionnait, mais je ne sentais pas la douleur. Oh, je suis souple, mais même maintenant, je n'arrive pas à refaire les positions que mon corps faisait. En gros, c'est vraiment le truc où t'es comme ça, tu te retournes, etc. T'as la tête en arrière des fois, enfin... J'entendais ma formatrice au loin qui me disait de reprendre possession de mon corps. Je ne sais vraiment pas combien de temps cela a duré, mais au bout d'un moment, ma formatrice a réussi à calmer les choses en récitant des prières, en me mettant des pierres sur mon corps, avec l'aide d'autres personnes ce jour-là. Mais nous, ce Arnaud de merde là, c'est qui ce connard? Jusqu'à ce que je ressente enfin mon corps, ok. Mais c'est à ce moment que c'était le plus douloureux. C'est à partir de là que j'ai ressenti de nouveau mon corps et toutes les douleurs dues aux positions qu'il a fait. Ah ouais, du coup, tout ce qu'il a pu sentir de contorsionnement, etc. D'un coup, quand elle a repris possession de son corps, donc son âme s'est rattachée à son corps physique, ça a pété, genre. Quand tout est revenu à la normale, je transpirais, j'avais mal partout, j'avais des courbatures dans tout le corps, j'étais épuisée, j'étais dans le brouillard. Ma formatrice et les autres élèves m'ont raconté que je rigolais, disait des mots incompréhensibles avec une intensité de voix très grave. Elles disent aussi que mon regard était noir. C'était l'exorciste. Le point positif depuis cette expérience, c'est que j'ai ressenti si j'ai des entités qui sont en moi ou pas, si elles sont mauvaises ou si elles ont besoin d'aide pour aller dans la lumière. Parce que du coup, elle sert de portail un peu, donc elle peut accueillir des choses gentilles, mais il y a peut-être des choses méchantes. Malheureusement, ça m'arrive encore d'avoir ce genre de réaction, jambes tremblantes, puis crispation du corps, quand on me fait des soins Reiki. Ah ouais, là, vraiment un blocage. J'ai eu beaucoup d'autres expériences où j'ai senti ou ressenti des âmes de femmes mortes en couche pendant l'accouchement. Je sentais les douleurs d'accouchement sans accoucher réellement.
J'ai eu des visions de femmes brûlées sur les bûchers, mais je ne ressentais même pas leur douleur, mais j'hurlais à leur place. Fin. Celle-là, elle est short. Celle-là, elle pique, hein. Celle-là, elle pique, hein. Putain, la meuf, elle fait des soins Reiki, elle va apprendre juste à aider les gens. T'as un mec qui est venu là juste par sadisme pour pouvoir jouer sur les gens. Et l'autre truc, là, faudrait que je lui demande, mais des douleurs pendant l'accouchement et tout. Alors moi, du coup, j'ai déjà fait des soins énergétiques. J'ai déjà eu des âmes accrochées. J'ai fait 3 soins avec 3 personnes différentes. 4, pardon. 2 avec la même et 2 autres avec d'autres personnes. Il faut savoir qu'on a... si vous connaissez un peu et si vous êtes adepte du spiritisme, etc., nous avons une énergie vibratoire et une énergie vitale. Ok. Donc, vibratoire et vitale, ça peut lier au corps physique, à l'âme, etc. Plus ces taux d'énergie vont être bas, plus vous aurez tendance à attirer de mauvaises choses ou des personnes, sans forcément être mauvaises, qui vont vouloir se nourrir de votre énergie. Quand vous êtes en pleine forme, c'est bête, mais quand vous êtes en pleine forme, genre vous n'allez pas forcément avoir un rhume, que s'il y a quelqu'un qui a des problèmes immunitaires, bah il va avoir plus de rhume que vous. C'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes très faible en taux vibratoire, parce que le moral, parce que le mental, parce que le physique, parce qu'une maladie, il peut y avoir plein de choses, ça va descendre. Et du coup, il y a des choses qui vont arriver s'accrocher à vous pour se nourrir de ça. Parce que ils en ont besoin aussi. Il y a des gens, des fois, qui se rendent pas compte qu'ils sont partis. Et du coup, qui restent sur le vivant et qui s'accrochent à des choses, à des lieux. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui abritent des maisons où ils sont décédés, comme on a vu... pas du tout encore cette anecdote. Je connais quelqu'un voilà, qui avait eu une personne, une petite fille qui était accrochée à elle, qui était décédée, fauchée par un train, et quand elle est arrivée se faire son soin énergétique, elle avait vraiment une sensation bizarre dans la jambe parce que c'est les jambes qui ont été coupées pendant le choc. Moi, personnellement, j'ai jamais rien senti, mais j'avais eu 7 âmes accrochées. Et la dernière fois que j'ai fait un soin énergétique, il y avait une entité malveillante qui était sur moi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'en est débarrassée. C'est des choses, c'est bête, mais par exemple les tatouages, il suffit que vous faites tatouer par quelqu'un qui n'est pas bien ou qui ne veut pas envoyer de bonnes choses, ça peut vous accrocher des choses. Surtout à l'étranger, faut faire attention. C'est comme en Afrique, énormément, il y a encore beaucoup de vaudou, de vieille magie, etc., de sorcellerie, etc. Je vous déconseille des fois d'accepter des cadeaux de personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ça peut être notamment les miroirs, des portails, des choses qui vont casser le mur entre les deux mondes, on va dire. Moi, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Je sais que pendant les soins énergétiques, j'ai des sortes de faisceaux lumineux dans les yeux, comme si ça pulsait. Mais je suis très terre à terre aussi, donc en fait, je m'empêche de partir trop loin. Parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Arnaud de sa mère, il est ok, non? Arnaud de sa mère, il est ok. Les autres Arnaud, c'est non. Le nouveau red flag aujourd'hui, c'est les Arnaud. Nous allons passer à mon ami imaginaire. Quand j'étais petite, j'avais 4 ans. On habitait dans une maison et j'avais un ami imaginaire depuis toute petite. Moi perso, j'ai jamais eu d'amis imaginaires, en tout cas pas à ma connaissance. Mes parents m'en ont jamais parlé, donc je ne pense pas. Je sais pas si vous avez déjà eu un animal imaginaire, j'allais dire. Un ami imaginaire, mais moi j'en ai jamais eu. Donc chaque fois qu'on allait manger, je demandais à ma mère de garder une place pour mon ami. Pareil, quand on sortait, il fallait lui garder une place pour nous accompagner. Ça c'est normal, c'est un enfant, il veut être avec son pote tout le temps, c'est normal. Un jour, il y a quelqu'un qui sonne à notre porte. Pour le contexte, on est dans les années 80, du coup il n'y a pas du tout internet, voilà, c'est la galère. C'était une infirmière qui passait par hasard devant chez nous, et qui est venue nous dire que son dernier travail était dans cette maison avec une grand-mère qui s'appelait Madame Marie, et qui est malheureusement décédée dans cette maison. Bon, ça, malheureusement, beaucoup de personnes âgées décèdent dans leur maison, c'est normal. Elle a gentiment demandé si elle pouvait rentrer dans la maison, parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'y est pas allée, normal, et que ça faisait partie de son histoire, de sa vie, du coup, juste petite nostalgie, tu vois. Genre moi, je sais que si je perdais, voilà, mes parents, ils sont dans ma maison d'enfance, j'y suis depuis mes 2 ans, enfin, c'est ma maison de toujours. Si un jour, ils déménageaient, je pense que si je passerais à côté, je pense que je testerais d'appeler pour voir, genre de sonner. Mais personnellement, je suis la personne en face, je laisserai pas rentrer. Donc voilà, l'infirmière elle passe, etc. Elle demande gentiment si elle peut rentrer, et parce que voilà, elle travaille ici pour une petite dame qui s'appelait Madame Marie. Ma mère lui a dit bien sûr, elle l'invite à rentrer et lui sert un thé. Pendant ce temps-là, moi je jouais toute seule et cette infirmière s'en est rendue compte. Elle demande donc à ma mère
qui lui répond que c'est normal parce que bah, je joue simplement avec mon ami imaginaire. Voilà, un enfant qui joue tout seul. On s'assoit, on prend le thé et moi je parle de mon ami à cette dame. D'un coup, la dame devient toute pâle. Elle me regarde et me demande comment mon ami s'appelle et je lui réponds, elle s'appelle Marie. Marie. Elle a continué la discussion en me demandant, mais elle est comment? Et moi je l'ai décrite de la tête aux pieds. Mais moi je ne pensais pas que c'était grave de savoir tout ça, que ce n'était pas en tout cas normal à mon âge, sachant que je n'ai jamais connu cette personne, qu'elle était décédée dans cette maison, que c'était pas normal de connaître tout ça. Normal. Pas normal. Ouais, normal, pas normal. Paranormal. Du coup, je lui dis qu'elle est petite, avec des lunettes, avec des cheveux gris, et il y a un truc que j'ai décrit où là, la dame a dû vraiment comprendre que je parlais de cette personne dont elle s'occupait. C'était qu'elle avait une canne, mais pas n'importe laquelle. Je décris le fait qu'il y avait des fleurs dessus. Et là, du coup, l'infirmière devient encore plus pâle et regarde ma mère avec une tête, et je crois qu'à ce moment-là, ma mère a compris. Elle m'a demandé du coup d'aller jouer dans ma chambre. Quand j'étais dans ma chambre, l'infirmière a expliqué à ma mère que je parlais avec la mamie décédée. Mon ami imaginaire, c'est la mamie qui vivait ici. Bah c'est super. Mais j'ai connu cette histoire de moi petite très tard. Parce qu'en fait, quand mon enfant était petit, parfois à la maison, il disait « Monsieur, arrêtez de me regarder ». Moi, je me disais « Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ». Même dans sa chambre, des fois, il fixait un coin et il n'y avait personne en me disant « Maman, tu sais qu'il y a un monsieur qui me regarde ». Et moi, je disais « Bah non, on est tout seul ». Et enfin, une fois, elle a discuté avec son père. Il lui a dit que c'était normal parce qu'elle aussi discutait avec quelqu'un, du coup, une mamie qui était décédée, Madame Marie. C'est vrai que le gamin, il me dit ça, je sais pas comment je le prends, hein, surtout le fait qu'il te regarde et tout. Bah, justement, la personne là qui... la précédente anecdote, je sais qu'elle disait aussi qu'elle a une autre sœur. Et en fait, ses enfants... J'ai vraiment eu peur du son. Elle expliquait que son autre sœur, ses enfants, ils sont tout jeunes aussi, et des fois ils disent qu'ils parlent d'un monsieur avec un grand chapeau. Et elle, quand elle y va, du coup, vu qu'elle ressent des choses, elle sait qu'il y a un monsieur avec un grand chapeau aussi. Mais en fait, il y a plein de trucs, je sais que j'avais vu des anecdotes et tout, même sur Sleep and Go Sleep là, de Magla, où en fait, il y a des gens, c'est des anecdotes qu'ils ont tout seuls, enfin tout seuls, pas tout seuls, à plusieurs, mais tout petits. Et en fait, ils sont 2, 3 des fois, et plus tard, t'en as un qui va en reparler, et l'autre qui va genre être dans le déni en disant ça m'est jamais arrivé, on n'a jamais vécu ça. Parce que, encore une fois, quand on est petit, on est vraiment ouvert à tout. On arrive dans un monde si vaste où personne ne connaît vraiment. T'as les enfants, vraiment, plus tard, ils sont dans le déni. Moi, je crois que les seules peurs qu'on ait avec, c'est la peur du vide et la peur du noir. Tout le reste, c'est juste créé par votre cerveau. Le cerveau, on l'utilise qu'à 25% de ses capacités. J'espère que ça vous a plu cette petite anecdote aussi, là. Mais c'est pas le seul, et ça, c'est des anecdotes qui m'intéressent beaucoup. C'est souvent les enfants qui captent qu'il y a des mauvaises choses quelque part. Quand on dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Alors, c'est parti, la forêt hantée. J'habite en Normandie près d'une forêt dite hantée par des militaires de la Seconde Guerre mondiale où des enfants ont été pendus apparemment. Oula. Moi j'étais en seconde, c'était en 2018, j'y croyais pas une seconde à l'heure. On arrive avec la famille de mon ex devant la forêt, on se gare et il y a 2 tombes. Faut savoir qu'on est en pleine nuit. C'était un soir d'hiver, il était aux alentours de 21h. Mais pourquoi déjà? Pourquoi tu vas en forêt la nuit? C'est non, ça c'est non. Qu'il y ait des choses ou pas, je n'irai pas en forêt la nuit. Dans les mythes, il est dit qu'au-dessus des 2 tombes, c'était un couple. Il y a 2 lucioles qui tournent autour. Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire, mais si j'ai capté, t'inquiète. Donc à partir de ce moment-là, je vois rien du tout. Donc je me dis, bon, ça va aller, pour l'instant, juste stressé, mais rien de plus. Dans l'obscurité, la nuit, dans une forêt dite hantée, juste une forêt. On avance à pied jusqu'au milieu de la forêt, et là, on s'assoit pour écouter, et on entend des pas. Sur le coup, je me dis que c'est simplement des gens à côté, ou même des animaux. Je reste rationnel, jusqu'à entendre à mon tour des pas militaires. Je me suis dit, c'est des ados qui voulaient nous faire peur. Comme dit avant, je reste rationnel toujours. Je comprends. Ça, c'est le déni, c'est normal. C'est pas tu veux rester rationnel pour faire genre tu y crois pas et tout, genre t'es pas nul. C'est tu veux rester rationnel parce que tu veux pas y croire que ça existe, parce que ça te fait peur aussi, en fait. Genre moi, des fois, je me force à me dire que mais non, c'est pas possible. Alors qu'au fond de moi, il y a une petite part qui me dit si c'est possible. Mais juste pour me rassurer, à me dire si je dis ça, peut-être que ça ira. À un moment, l'oncle reçoit un caillou en plein visage.
Nous étions assis sur le chemin dans un noir complet. Pas de lumière, rien. Donc ma suspicion, c'était que c'était des gens qui voulaient nous faire peur. Ça continue. Elle veut pas croire que c'est autre chose. Ok. J'étais assise et là je sens une main me toucher la jambe. Sur le moment, je pensais que c'était mon ex, mais il me dit que non. Je pensais donc que c'était quelqu'un de la famille qui voulait me faire peur, sauf que tout le monde me jure que non. Et là, moment de panique, je cours jusqu'à la voiture avec mon flash de téléphone. Sauf qu'on me retient par mon écharpe. Et là, je vois qu'il n'y avait personne derrière moi. Je vois l'écharpe se tirer toute seule sans personne qui me retient. Genre, tu vois l'écharpe comme ça, perpendiculaire à ton cou. Je coupe. Vinted direct, je vends, bon coin. Et là, je vois qu'il y avait personne derrière moi. Je la laisse tomber et je rentre dans la voiture en panique, en pleurant et me cachant les yeux en attendant leur retour. Je les ai déjà plus jamais revus, leur famille, etc. J'ai été trauma. Putain, à chaque fois je regarde l'entrée de la porte, là, j'ai peur. C'est chaud ça par contre. Donc là, ouais, super, la meuf elle est hyper rationnelle jusqu'au bout. Elle va dans une forêt dite hantée, mais elle se dit que non, avec des gens et on la touche. Il y a un caillou qui arrive en pleine gueule de quelqu'un et il y a son écharpe qui est tirée dans le vide. Et puis genre, tu sais, dire que c'est un anonyme, dire autant de détails, je pense que c'est réel. Et là, tu peux pas avoir de cause du vent ou quelque chose. Ah, mais c'est toi, petit elfe. Je me doutais que c'était toi en plus. Parce que demander comme ça en arrivant sur le chat pile poil une anecdote, c'était sûr. Enfin, t'as d'autres choses à nous dire, vas-y, raconte-nous. T'as dû peut-être essayer de, peut-être plus tard, dans le déni, côté rationnel, dire ok, l'écharpe, elle a peut-être fait ça parce que bah là, il y avait du vent ou quoi. Mais là, c'est compliqué d'avoir quelque chose de très rationnel, quoi. Là, j'y croyais pas, je me suis dit que c'était pas ça. Cosy m'a confirmé qu'elle a tout vu. En plus, mais pourquoi t'es allé là-bas déjà? Pourquoi faire? Oui, t'y croyais pas une seconde, mais même une forêt. Tu sais, il y a des gens qui se promènent là-bas à des forêts, faut faire gaffe. Hein. Oh, putain, courage. Hein. T'es jamais retourné à cette forêt, genre, c'est à côté de chez toi ou c'est juste vous y baladez et tu connaissais cette forêt, tu voulais les voir par curiosité, genre. J'étais dans la vibe de Jordan Pelligo. Jamais être dans la vibe de quelqu'un qui aime l'horreur ou la criminologie, genre jamais, c'est pas bon. Ça attire que du négatif. Ok, on va lire les bruits de pas, parce que sinon je pense qu'il y en a un qui va faire une crise dans le chat. Mon histoire, c'était en début d'hiver, il y a de ça des années. C'était quand j'étais au lycée, j'étais tout seul chez moi. J'habitais au fin fond de la campagne dans une maison de 4 façades, dont 2 donnaient sur des champs, etc. Donc vraiment à rien à l'horizon, dans une rue très très peu fréquentée. Moi, j'aimais bien... Ouais, c'est ça. Moi, j'aimais bien ça parce que c'était le calme de la campagne. Et en fait, il devait être environ 9h. 19-20h. 9h, 19-20h. Bref, 19-20h, j'étais seule à la maison. J'étais au téléphone à l'époque. Il n'y avait pas encore vraiment des téléphones sans fil à la maison, donc je passais par le fixe. Je passais un coup de fil, du coup, à un camarade de classe. Et on commençait un petit peu à parler de toutes ces choses qui font un peu peur. Les esprits, les trucs comme ça. Et on discute de tout ça. Moi, j'étais vraiment... à côté de la fenêtre, là où il y avait le téléphone. Et il faut savoir que j'étais dans le salon qui donnait sur la salle à manger, et puis à 90 degrés, ma salle à manger donnait sur la cuisine. C'était tout un cube. Du coup, depuis le salon où j'étais, tu ne voyais pas la cuisine parce qu'il y avait complètement un mur. Genre vraiment, c'est... Dans le salon, c'était du tapis au sol, et puis tout le reste de la maison, c'était du carrelage. Donc on discute de tout ça, etc. Et puis à un moment, je ressens vraiment comme si tu te réveillais en plein milieu de la nuit. Genre, t'as un truc en mode... Attends, parce que... Ah, il y a quelque chose qui se passe ou un petit frisson, quoi que ce soit. Ah, ok, ouais, je vois. En gros, t'as une sensation où... ça va pas. Je capte. Tu sais, tu es en mode... Ah, dans ma maison, t'avais l'entrée, qui donnait sur le grand escalier, et t'avais la porte du garage, le salon et la cuisine. Donc, on avait accès à... Je voyais tout le bas, en fait, sauf la pièce qui était fermée. Et l'étage montait et t'avais un petit couloir avec la chambre de mes parents, la salle de bain, les toilettes et la chambre de ma sœur. Quand j'étais plus jeune, des fois ça m'arrivait à pisser dans des bouteilles, tellement j'étais effrayée parce que je me sentais pas d'aller toute seule à l'étage. Vraiment genre comme si, quand j'étais toute seule, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas aller à l'étage, je sais pas pourquoi. Donc je comprends cette sensation un peu oppressée et tout. Ok, voilà, donc tu sens pas bien et tout, comme s'il y avait quelque chose qui se passe, t'as des frissons et tout. Et là tu tends l'oreille, et à l'espace d'un instant, j'entends distinctement des pas. Alors rien que d'en parler, je te promets, ça me fait des frissons. Ah ouais, je te crois. J'entends distinctement des pas sur le carrelage, mais pas des pas avec une chaussure. Des pas comme si c'était des sabots. Et là vraiment, je me suis figée. Et puis j'ai dit à ma pote,
Mon Dieu, raccroche pas, raccroche pas. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit bah j'ai entendu des pas de sabots et tout. Elle me fait ouais c'est le diable etc. Parce que ouais vous étiez dans le délire en mode oui on va se faire peur. Du coup elle est en mode oui c'est le diable qui vient te chercher. Et je suis en mode je veux pas savoir ce que c'est. Bah oui c'est normal tu veux pas savoir. En fait t'as envie parce que tu veux te calmer mais en même temps tu t'es dans le déni. Juste que tu restes avec moi au téléphone et je pense vraiment qu'on est resté ensemble au téléphone plus d'une dizaine de minutes avant que je sache vraiment genre recommencer un peu à bouger. J'étais figée, vraiment c'était un truc de fou et heureusement ça m'est plus jamais arrivé. Donc ah ouais, donc juste ça. Oh putain, j'aurais trop aimé savoir pourquoi. Il y a trop de questions là. Ça manque, il manque la fin là. Mehdi, t'aurais dû aller dans la cuisine. La cuisine. Vous voulez savoir ce qu'il y avait sur le carrelage? Des bruits de sabots. Qui est en plein milieu du champ, mais je pense pas que t'as une porte grande ouverte pour laisser passer toutes les bœufs d'à côté. Il ne nous donnera jamais la fin de l'histoire. Est-ce que t'es genre plus tard, t'as réfléchi à ce bruit-là? Est-ce que tu penses que c'était quelque chose qui pourrait être rationnel? Ou pour toi, il n'y a aucune cause? Des bruits de sabots 100%. Moi, ça me fait penser à une anecdote, je sais plus dans quel format que je l'ai entendu, où il y a une meuf qui garde un chat, je crois, et elle est chez quelqu'un. Et en fait, c'était une maison avec un étage, et elle entendait des pas, en fait. Et elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un à l'étage. Sauf que le chat, en fait, elle voulait partir avec. Sauf que, bah, il s'amusait à monter dans l'escalier qui donnait à l'étage. Et c'était qu'une seule pièce à l'étage. C'est pas une pièce avec plusieurs trucs et tout. Chez Squeezie? Ok, très bien. À un moment donné, elle a réussi à partir avec le chat et tout. Elle avait été hyper courageuse et tout pour vraiment faire protéger le chat. Tu vois, il y en a, ils auraient pu se casser comme ça. Elle voulait vraiment protéger le chat et tout. Donc elle avait presque monté tout en haut et elle avait vu quelque chose, je sais plus quoi. Et genre plus tard, à chaque fois c'est comme ça, ils sont allés et tout à la baraque. Je crois qu'ils ont trouvé personne. C'est comme les histoires où t'as des gens qui vivent dans les murs. Ah mon dieu! Ou dans les caves et tout là. Ah, surtout aux États-Unis, ça se fait beaucoup ça. Genre dans les hôtels et tout, j'ai déjà vu genre des gens et des trous et des canalisations ou même des trous qui sont faits eux-mêmes derrière un miroir ou quoi et ils dorment dedans. Et en fait, des fois, il y a des gens qui perdaient des choses dans leur chambre d'hôtel et tout parce que les gens ils volent, ils bouffent dedans et tout. Ça me rappelle aussi un truc où il y a. Je crois que c'est Squeezie aussi. Où il y a une meuf, genre elle panique et tout, parce qu'elle est suivie par un mec de très près en voiture qui lui fait des appels de phare et tout à balle. Et elle est là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, elle venait de sortir d'une station d'essence. Et elle était toute seule dans sa voiture. Et genre, elle était en... Mais putain, du coup, elle traçait pour rentrer chez elle et tout le plus vite possible parce qu'elle avait peur qu'on lui fasse du mal et tout. Genre qu'elle a été passée à pleine balle devant un commissariat de police pour qu'il puisse être attiré par le bruit et tout. Et quand elle arrive chez elle, elle court, elle ferme à clé sa maison et tout. Et là, elle voit le mec qui la poursuivait ouvrir son coffre et se battre avec un mec qui était dans son coffre. Parce qu'en fait, le mec qui le suivait et qui lui faisait des appels de phare, c'est parce qu'il y avait un mec, pendant qu'elle prenait de l'essence, qui s'était faufilé dans sa voiture, dans le coffre, et qui était avec une arme blanche, etc., pour essayer de la buter, quoi. L'homme derrière ma fenêtre. C'est Ilona qui me raconte ça. À l'époque, je vivais en colocation avec mon frère, au rez-de-chaussée d'un immeuble. Mais pour bien comprendre l'histoire, il faut savoir que notre balcon était légèrement surélevé, environ 1 mètre au-dessus du chemin qui passait devant, avec une rambarde. Donc oui, c'était possible d'y grimper, mais pas si simple. Ouh. Déjà, les appartements au rez-de-chaussée, sa mère. Ah putain, je regarde ma porte à chaque fois, j'ai peur. Autre détail, en escaladant depuis le balcon, on pouvait accéder au côté de l'immeuble, à l'intérieur de la résidence. Et ce côté donnait directement sur la fenêtre de ma chambre et celle de mon frère. Ok, d'accord, donc il y avait quand même un accès assez facile. Normalement, ce passage était impraticable. Normalement, on a très bien compris que c'est par là qu'il est passé, ce connard. Il y avait de grands arbres devant, donc personne n'allait par là. Un jeudi soir, je précise le jour parce qu'il a son importance. Mon frère travaillait de nuit à Burger King. Attention, c'est pas un placement de produit, hein. J'étais donc seule dans l'appartement. C'était l'été. J'avais laissé les fenêtres ouvertes et après une douche, je m'installe sur mon lit face à ma fenêtre pour regarder une vidéo YouTube. De Jade Original, abonnez-vous. À un moment, je relève la tête et je vois un homme. Oh, putain. Il se cache derrière le mur extérieur avec juste sa tête qui dépasse pour m'observer. Oh, je vois le truc, ça me fait peur. Sur le coup, je crois halluciner. Donc, je reporte mon attention sur ma vidéo. Mais quelques secondes après, je re-regarde par réflexe et là, je le vois. Il est en train d'escalader ma fenêtre, essayant de rentrer. Nos regards se croisent. Instantanément, il recule et redescend. Moi, je claque le volet, la fenêtre, je prends mon chat dans mes bras et cours me réfugier dans ma chambre. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Depuis le salon,
qui donne accès au balcon, du coup, par 4 grandes portes-fenêtres, je le vois toujours. Il est encore là, posté sur le balcon, fixant du côté de ma fenêtre. Paniqué, j'appelle mon père qui me dit de fermer tous les volets. Mais franchement, me retrouver face à lui pour tirer un petit volet en plastique, impossible. Alors je m'enferme dans ma chambre avec mon chat. Ah mon dieu. Le mec il est en mode toc toc toc, je voudrais rentrer, je vais pas te faire du mal, ne t'inquiète pas, laisse-moi rentrer. Wouhou. Toc toc toc. Tic 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 tic, laisse-moi rentrer. Tic 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 tic, laisse-moi rentrer. Tic tic tic, laisse-moi rentrer. Et là, ambiance encore plus flippante, mon chat gratte à la fenêtre. Alors que je n'ose même plus respirer, je contacte la police, mes parents qui étaient à 3 heures de route, putain. Et j'appelle aussi mon frère pour qu'il rentre en urgence. La police me dit qu'ils arrivent, mais chaque minute d'attente me paraissent interminable. Putain, c'est une abonnée qui m'a dit cette anecdote, putain. Comme quoi ça peut arriver à n'importe qui, même à des stars comme vous. Soudain, j'entends des clés dans la serrure. J'ai un instant de soulagement. Mon frère est rentré. Mais quand j'ouvre la porte de ma chambre pour le retrouver, je me fais éblouir par les lampes torches venant de dehors. C'était la police. Ils étaient sur le chemin en bas devant le balcon et ils avaient déjà arrêté l'homme. Alléluia, putain! Oh oui! Les agents nous expliquent qu'il faut déposer plainte immédiatement. On décide d'abord de passer par le Burger King pour que mon frère récupère ses affaires, avant de filer au commissariat où nos parents devaient nous rejoindre. Mais pendant que j'attends dehors, la police me rappelle et me demande. Il me demande qu'est-ce que vous portiez à ce moment-là. Je réponds, un pyjama, enfin juste un t-shirt et une culotte. Et là, le policier me dit, ça ne m'étonne pas, cet homme a déjà plusieurs plaintes contre lui pour viol et agression sexuelle. À cet instant, je m'effondre. J'ai compris qu'il n'était pas venu pour me cambrioler, mais bel et bien pour moi. J'ai porté plainte, mais il est toujours en liberté. Et pour ne rien arranger, j'ai appris qu'il vivait à 5 minutes de chez moi et qu'il était chauffeur Uber. Autant dire que j'ai déménagé très vite après ça. En fait, c'est bien de savoir, mais en même temps, c'est pas bien de savoir, parce que te rendre compte que le mec, il était là pour te faire du mal à toi, ça fait peur, en fait. Tu dis, si tu l'avais pas remarqué, s'il n'y avait pas eu les secours, si t'avais pas eu ton frère, si... Il y a plein de si qui auraient pu se mettre où t'aurais pu ne pas avoir cette chance de pouvoir sortir indemne de tout ça. Le mec était complètement bourré, c'est grâce à ça qu'il est pas parti. Ouais, heureusement, mais bon, c'est chiant qu'il soit à côté. Je suis vraiment désolée pour toi, hein. Franchement, ça c'est le truc, ça m'a un peu glacé le sang. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils ont des pressentiments d'avoir des gens qui les regardent, ou ils savent qu'il y a quelqu'un chez eux, mais ils les retrouvent jamais. Là, tu l'as retrouvé, donc c'est bien, parce qu'il a pu être arrêté. Même si t'as fait une plainte, au final, c'était sûr que ça allait pas forcément causer tout ce que tu veux, hein, c'est-à-dire l'enfermer dans les barreaux ad vitarnam, parce que ce qu'il mérite... Après, les policiers, ils auraient peut-être dû ne pas te le dire aussi. Enfin, je pense que t'aurais aimé ne pas le savoir aussi. C'est pour ça qu'il faut être lesbienne. Bravo les lesbiennes, quoi, c'est tout. Bien mon 2e étage, moi. Ouais, bah ouais. C'est vrai que au rez-de-chaussée, j'ai habité une seule fois en rez-de-chaussée toute seule. Dans une rue qui passait beaucoup. Jamais eu de soucis. Mais ça fait flipper quand même. Même le fait que les gens, ils passent à pied, ils peuvent voir chez toi, j'aime pas. Mais c'est pour ça que souvent les enfants, on les fait dormir à l'étage, parce que en bas, s'il y a un souci, c'est les parents qui doivent prendre tout ça. La musique, non mais sérieux. Donc, 6e sens. Cette histoire est arrivée au fils de mon cousin. Une petite moustache. Putain, bon bah j'arrive. Je serais BG avec une moustache en vrai. Bon, on va lire une anecdote d'horreur avec une moustache très flippante. Bouga bouga. Je suis Hercule Poirot. Voilà. Cette histoire est... Ah putain, je peux pas faire ça. Putain, mais non, mais vous me faites chier, là. Vraiment ? Cette histoire est arrivée au fils de mon cousin. Ça s'est passé il y a quelques années dans leur maison qu'ils ont achetée dans l'est de la France, qui existait déjà depuis très très longtemps. Donc c'est pas une maison... qu'ils ont eux-mêmes construit, donc il y a peut-être des gens qui ont déjà vécu dedans. C'était une très grande maison de campagne avec plusieurs étages et un très grand jardin. Oh, je suis charismatique comme ça. Non ? Kawaii. Pardon. Ouh. Pardon. Un jour, mon petit cousin, il devait avoir entre 4 et 5 ans, il joue avec son père dans la salle de jeu. Il faut savoir que dans cette pièce, il y a une grande fenêtre. Encore une fenêtre. Regarde pas, Ilona. Quitte le live, s'il te plaît, on parle de fenêtre là. Il y a une grande fenêtre qui donne sur le jardin. À un moment, il fait un petit signe à la fenêtre. Pas qu'une seule fois, il le fait plusieurs fois. Donc mon cousin, il lui demande ce qu'il se passe et pourquoi il fait signe.
Et là, il dit qu'il fait signe au monsieur qui fait des grimaces. Donc là, déjà, mon cousin, il se dit que c'est bizarre, mais bon, c'est un enfant, du coup, il laisse passer. Il décide de continuer à jouer avec le petit comme si de rien n'était, mais le petit, il continue encore de faire des signes à la fenêtre. Donc le petit lui dit, c'est le monsieur qui lui fait des grimaces, il est sur une échelle, mais pour lui, c'était pas menaçant, c'était rigolo. Donc le daron, il s'est dit... Plus tard, mon cousin discute avec les anciens propriétaires et il apprend qu'il y a eu un homme qui est tombé d'une échelle dans cette maison. Du coup, il se dit, là, c'est bizarre. Comment le petit peut être au courant de ça ? C'est très étrange. Où est Jade ? Ne te pose pas de questions. Dans ce chat, il y a des choses qui se passent très vite. Je n'ai plus le contrôle sur rien du tout. Bref, ils discutent, etc. avec l'ancien propriétaire. Ils disent qu'il y a un monsieur qui est mort. Je vais prendre un exo comme ça. Ils disent qu'il y a un monsieur qui est mort en tombant d'une échelle dans la baraque. Donc voilà, ils se disent c'est bizarre. Comment le petit peut être au courant de ça alors qu'il a 4-5 ans, quoi. Ils cherchent pas plus loin, mais plus tard, ils se baladent dans le village. Et ils se décident, tiens, on va aller au cimetière avec le petit. Et là, le petit, il s'arrête sur une tombe, et comme par hasard, c'est la tombe du monsieur de celle de la grimace. On n'a jamais su pourquoi, le petit a pu voir et savoir tout ça. Fin de l'histoire. Le petit, il a vu un monsieur qui fait des grimaces, qui est tombé d'une échelle, c'était dans la même maison dans laquelle il habitait, et en plus, la seule tombe sur laquelle il a été, c'était celle de ce monsieur. Coïncidence, c'était ce monsieur-là. Donc ouais, l'histoire, encore un gamin qui sent et qui voit des choses, quoi. Comme quoi, les gamins, vraiment, ils sont ouverts. Genre, vraiment, j'aimerais beaucoup voir des docs et tout là-dessus, sur tout ce qui est... Bah, en fait, j'avais dit, en plus, au début du live, que j'allais faire des recherches, mais au final, là, il n'y a rien qui pouvait être démenti, mais il y a beaucoup d'enfants, comme je vous ai dit au tout début, qui ont cette possibilité, comme ça, on dit sixième sens, mais c'est un peu faux, mais en même temps aussi, de sentir des choses. Est-ce que on va lire la petite anecdote de Léa, tant qu'elle est là? Bah oui. Allez, 2 messages des disparus. Acte 2. Il y a quelques années, j'ai perdu mon parrain. Encore toutes mes condoléances. Le frère de mon père. Veille de mon anniversaire. On n'y s'y attendait pas du tout. C'était évidemment très dur à encaisser. Le lendemain, mon copain de l'époque me propose de ne pas aller au travail pour éviter de me laisser seule. Mais je lui dis que je préfère passer la journée avec ma famille, commencer notre deuil ensemble. La journée se passe. Mes parents avaient prévu un restaurant avec notre famille et nos amis ont décidé d'annuler au vu de ce qu'il se passait. Normal. Ils décident tout de même d'inviter les parents de mon ex et la meilleure amie de mon père à manger à la maison. Nous avions besoin de soutien et d'un peu de joie. Les invités arrivent et j'aperçois un beau papillon dans la maison. Nous sommes fin octobre, il fait froid et la nuit est déjà tombée depuis un moment. La soirée continue, on se met à table et le papillon me suit et s'installe derrière moi, sur ma gauche, près de la fenêtre. Il y reste tout le long du repas. On en rigole gentiment. Puis au moment du dessert et des cadeaux, ma sœur se lève et va murmurer quelque chose dans l'oreille de ma mère. Elle me regarde et dit à ma sœur de me le dire directement. Ce matin, j'ai lu que lorsqu'un papillon rentre dans une maison, c'est signe qu'un défunt veut rentrer passer un message. Oh, je ne savais pas. C'est très beau. C'est très très beau, je ne le savais pas. Je n'en reviens pas trop. Je me suis approchée du papillon et ai posé ma main près de lui. Il est doucement monté dessus et il ne m'a pas lâché. Oh. Je l'ai approché de mon père, les larmes aux yeux tous les deux. Il lui a embrassé l'aile, le papillon n'a pas bronché, puis je l'ai délicatement reposé où il était initialement. Il s'y est installé tranquillement et n'a pas quitté sa place de toute la soirée. Le lendemain, il n'était plus là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est possible que ce ne soit que des coïncidences, chacun ses croyances, mais j'ai décidé d'y croire. J'ai trouvé ça très poétique. C'est trop beau! C'est trop beau! Et attends, tu m'as envoyé une petite vidéo du papillon, du coup. Voici le petit papillon. Elle est vraiment très très belle cette histoire, franchement. Ça fait du bien par rapport à tout ce qu'on a pu avoir, hein. Que ça change un petit peu, que des trucs qui font peur, ça m'a fait un peu chaud au cœur. C'est très beau. J'ai jamais eu de trucs comme ça, je crois pas, hein. Ni de gens qui m'ont raconté ça, je crois que c'est la première fois. Un truc vraiment qui te relie à quelqu'un, un message, quelque chose. Je sais que moi, depuis des années, je me dis que j'ai une bonne étoile. Je crois en rien, je suis pas... J'arrive pas à me dire que je suis pas athée non plus, parce que c'est même pas une question de religion. Je crois en rien, mais je crois toujours au fait que j'essaie de croire en moi et en ma bonne étoile. Et à me dire qu'il y a peut-être des gens que je ne connais pas ou que je ne connais plus qui sont là pour moi, pour m'aider. Et des fois, je priais, entre guillemets prier, cette bonne étoile. Et en fait, quand j'avais fait mon soin énergétique, la deuxième fois, la dame a dit qu'elle voyait une dame qui était contente qu'elle l'ait reconnue et qui veillait tout le temps sur moi, etc. là-haut. Du coup, je l'ai reliée à cette belle étoile.
Et en fait, c'était la maman de ma mère qui est décédée quand j'avais 4-5 ans, donc je ne m'en souviens pas du tout, des suites d'un cancer et de maladie. Et du coup, je trouvais ça très beau de me dire que la bonne étoile que j'ai toujours imaginée depuis quelques années, que ça pouvait être elle, et pas juste une coïncidence ou un sentiment. Donc c'est vraiment très très beau, c'est très 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 joli. Sentiment étrange et aléatoire, t'avais dit exactement. L'histoire commence lorsque j'avais 3-4 ans. Mes parents décident d'acheter de quoi refaire la déco de ma chambre. Dans les aimants de déco, ils ont acheté une fleur en tissu qu'ils ont accrochée au mur en face de ma tête quand je dors. Tout se passe bien pendant les premières semaines. Un soir, j'ai réveillé mes parents en hurlant. Quand ils sont arrivés, je leur ai expliqué qu'il y avait une sorcière qui était venue pour me prendre avec elle. What the fuck? Cela a duré presque tous les soirs pendant 1 an ou 2. Ensuite, mes parents l'ont enlevée et l'ont mis dans le garage, et après, plus rien. Ah ouais, comme si elle était connectée grâce à cette petite fleur. Ça arrive, il y a beaucoup de choses comme ça. Genre la poupée d'Annabelle, c'est pas la poupée qui est vivante, c'est des âmes qui se servent de la poupée pour faire du mal. En fait, tout ce qui est objet, etc., beaucoup de choses qui sont reliées comme ça. Jusqu'au jour où, quand j'étais plus grande, mes parents la ressortent et décident de la mettre en vente. À partir de ce moment-là, l'horreur. Porte qui s'ouvre seule, bruit de pas, grattement. Vent à des endroits improbables, endroits plus frais que d'autres, notamment à côté du poêle, même quand il est allumé. Quand nous l'avons enfin vendu, les événements se sont intensifiés à tel point que je me suis retrouvée avec des griffures. J'avais souvent des sensations du style quand quelqu'un te tient. Ouf, ça c'est vraiment Conjuring, frère. Ensuite, j'ai commencé à avoir la télé qui dysfonctionnait, sans réelle raison. Les lumières clignotaient. De plus, dans ma chambre, j'entendais souvent des sortes de gouttes tomber, peu importe le temps, et j'entendais beaucoup de gratte-gratte dans les murs. Ce n'est pas des rongeurs. Alors quand j'étais en 5e, j'ai demandé à mes parents de changer de chambre car ces bruits ne les dérangeaient pas. Le premier soir que j'ai passé dans ma nouvelle chambre a été horrible car j'entendais des chuchotements, j'avais très froid et je me sentais comme si on me touchait mes pieds. Ah. Et surtout je voyais une ombre au niveau de ma fenêtre vers minuit 4h. Vers minuit 4h c'est quand même long, 4h. Juste après j'ai appris l'existence du paranormal et sur un coup de tête j'ai acheté un pendule. Jamais faire ça. Et j'ai fait des tests sur plusieurs jours, ils n'étaient pas concluants. Alors, attention, un pendule, c'est très dangereux quand tu ne sais pas l'utiliser. Ou un pendule, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on peut servir de quelque chose que tu as chez toi, comme un collier, quelque chose auquel tu tiens. Ou souvent, c'est des colliers avec un petit truc au bout, un petit pendentif, souvent des pierres, des choses comme ça, qui te servent par le biais d'une connexion à avoir réponse à des questions. En fait, au début, quand tu achètes un pendule, déjà un pendule, tout ce qui est tarot et tout, normalement, c'est lui qui t'appelle. Et personne d'autre que toi n'a le droit d'y toucher. Au début, quand tu l'as, faut te demander c'est quoi oui, c'est quoi non. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent des fois dans des mauvaises situations, sauf que ça peut attirer de mauvaises choses. Mais dès que tu touches au spiritisme, que ce soit de la magie noire ou de la magie blanche, quelque chose de positif ou négatif, il faut toujours se renseigner sur tous les artefacts que tu peux avoir. Donc, t'as fait des tests, etc. Jusqu'au jour où je décide de le refaire au niveau de la fameuse fenêtre, et là, ça répond ce soir-là. Ok. Je vais dormir en fermant ma porte comme habituellement, seulement je fais dans la nuit une paralysie du sommeil dans laquelle j'ai vu un homme au niveau de ma fenêtre qui s'est approché, m'a regardé et est parti par ma porte en l'ouvrant, et en effet, le matin, je me suis retrouvée avec la porte ouverte. Cet événement s'est repassé à plusieurs reprises. De plus, j'ai déjà entendu une personne descendre mes escaliers alors que j'étais toute seule, et j'ai déjà vu le canapé s'affaisser à côté de moi puis se relever au bout d'un moment. Ah, donc il y a vraiment une présence, quoi. Et bref, tu m'as dit, ah, et j'ai un truc à ajouter pour l'histoire. Mon sac qui n'était absolument pas au bord de mon lit vient de tomber comme si on l'avait poussé. Là, quand tu m'as envoyé le message, genre là, c'est encore actuel. Dans la même chambre, t'es dans la même maison depuis. Je regarde derrière moi, des fois, je flippe. Genre là, encore aujourd'hui, t'as des interactions avec cette chose. Et tes parents, eux, ils ont rien. C'est que toi. J'ai jamais déménagé. C'est que la fleur, tu penses, qui a attiré quelque chose et elle s'est ajoutée à quelque chose d'autre de ta maison? Pas forcément de rapport ou de transition, vous savez qu'il y a à peu près 3000 personnes par an qui disparaissent en France, genre, juste ils disparaissent du jour au lendemain, pouf. Ça me fait peur, toi. Moi, j'avais une anecdote comme ça, je sais plus qui l'a raconté, où une meuf, elle était en voiture, elle est arrivée sur une route, d'un coup, pop, plus rien. On sait pas où elle était pendant plusieurs jours, etc. Elle est revenue, enfin, elle a refait, après, elle est sortie de nulle part. Et elle se rappelle de rien, comme s'il y avait une faille temporelle. Putain, mais vos anecdotes étaient vraiment croustillantes. C'était intéressant. Ça m'a fait plaisir. Bref, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, c'était trop bien. C'était trop bien. Bah, tant mieux, ça m'a grave fait plaisir.
Je vais essayer de trouver matière à faire une édition 2. Des gros bisous, merci à tous et à toutes d'avoir été jusqu'au bout.